Bonjour à tous et à toutes, donc bienvenue sur Immobilier Compagnie. Je suis en présence de Jean-Claude qui va donc se présenter dans quelques instants. Je vais lui laisser la parole et on se retrouve après. Jean-Claude, c'est à vous. Oui, bonjour. Donc vous attendez à ce que je me présente. Alors, je m'appelle Jean-Claude, je suis un professionnel de l'immobilier depuis un peu plus de 15 ans, sur un secteur Languedoc-Roussillon, proximité d'une grande ville. Voilà, je suis issu des métiers du bâtiment, j'ai pas un parcours standard. Ma première profession c'était tailleur de pierre, formation compagnon, sans être compagnon. Hein. Je respecte pas ces gens-là comment dire, pour les voler de quelque sorte que ce soit, donc, mais leur formation et leur mentalité me convenaient très bien. J'ai été formé en partie chez eux, et puis monument historique pendant pas mal d'années, les chantiers, et puis l'investissement personnel grâce à une compagne qui m'a permis d'avoir du temps et d'acheter une maison, deux maisons, faire des appartements moi-même, de par mon expérience bâtiment. D'accord. Et comme ça, petit à petit, une évolution vers l'immobilier. Ben oui, parce qu'à force de visiter des biens pour les acheter, j'étais en contact régulier avec des agents immobiliers. J'avais des habitudes, des agents que je connaissais, je voyais qu'ils m'amenaient un service quand même qui était au-delà de ce qu'on peut trouver auprès d'un simple particulier qui vous propose que son bien et qui vous le présente toujours un peu trop bien. L'agent immobilier avait compris la démarche, surtout avec les investisseurs. Moi j'étais un nouvel investisseur et donc il me présentait des biens, puis je me suis dit, après tout, ce métier il n'est pas si mal que ça, quoi. Oui. Et puis en fait, la vision que j'avais technique du bâtiment, l'aspect travaux, l'aspect rénovation, je me suis dit naturellement, pourquoi ne pas aborder ce métier? En fait, c'était ma compagne qui en 96, qui m'a pris rendez-vous avec un agent immobilier de la ville à côté d'où nous sommes. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas? J'y suis allé, il m'a dit, faites un essai. Le premier mois, je vendais 2 maisons, à la fin de l'année, j'en ai vendu 40, et forcément, l'approche immobilier par le technique, c'était... Ça a eu raison du métier tailleur de pierre. Oui, oui. Et puis, alors, oui, l'explication de pourquoi on arrête la taille de pierre, c'est que d'abord, c'est un très beau métier, c'est très vrai. On est toujours sur des églises, des châteaux, c'est magnifique. Simplement, c'est complètement sous-payé, pas du tout reconnu. Par rapport au travail. Oui, et puis par rapport aux qualifications qu'il faut avoir. On a les monuments historiques, il faut connaître tous les styles, le gothique, le roman, etc. Enfin, c'est des pratiques qui sont quand même, qui demandent de la connaissance et vraiment, c'est complètement sous-payé. C'est malheureux, c'est tout à fait malheureux. Et autre chose, c'est aussi que c'est sous-payé et puis il faut avoir un corps qui puisse résister aux intempéries, au poids, etc. Et un jour, mon médecin m'a dit, Jean-Claude, si tu veux continuer, arrête. Arrête ce métier-là parce que c'est trop lourd. La pierre, c'est joli, mais c'est lourd. Bien sûr, bien sûr. Et du coup, donc, la bascule vers l'immobilier, c'est fait naturellement. La bascule s'est faite naturellement en me disant, bon, je ne vais plus pouvoir continuer à faire ce métier-là. Même les métiers eux-mêmes du bâtiment qui m'avaient permis de rénover mes 3 premières petites maisons commençaient à avoir un peu, à me porter préjudice au niveau du dos, etc. Et là, je me suis orienté, et c'est ma compagne qui, voyant tout ça, prévenante comme sont les femmes, elle m'avait pris rendez-vous avec cet agent immobilier qui a senti, qui lui aussi était issu du bâtiment, qui a senti un potentiel et puis une correspondance entre nous deux. Il a eu raison, hein, puisque tout de suite, mes conseils avisés, disons, entre guillemets, bien entendu, par rapport au bâti, m'ont permis d'avoir une approche de clientèle où celle-ci était bien contente de me trouver. Oui, d'avoir les éléments techniques. Voilà. Donc à ce moment-là, on est en 96. 96. Et à ce moment-là, vous travaillez pour quelqu'un. Oui, en tant qu'agent commercial. Mais en même temps, vous êtes aussi investisseur. Vous avez quelque part... Je l'avais été pendant 3 ans avant. D'accord. Et à partir de là, vous vous concentrez essentiellement sur le métier d'agent immobilier? Oui, là oui. Métier qui ne va pas vous lâcher pendant 15 ans, 16 ans. 15 ans, 16 ans. Mais après, je vais me développer, créer une agence, puis une deuxième agence, recruter du personnel jusqu'à être 9 personnes, et me dégager du temps à moi-même pour continuer à investir. Voilà, donc... À ce moment-là, la seule différence, c'est que je ne faisais plus les travaux moi-même. Oui. Je déléguais les travaux. Et combien de temps, dans toutes ces étapes qui viennent d'être décrites finalement de manière très réduite, c'est-à-dire combien de temps entre le moment où on commence à travailler en tant qu'agent immobilier, se développer, et puis après pouvoir rebasculer du côté investisseur? Alors j'ai toujours été investisseur, parce qu'en fait, la première maison que j'ai achetée, c'était en 89, fin 89, disons 90. C'était donc 6 ans avant de commencer le métier d'agent immobilier. Ça, c'était sur la fin de la période taille de pierre. Il y a eu cet espace de 6 années où j'ai arrêté à taille de pierre, où ma compagne, elle, a pris un emploi à temps plein,
Et pendant ce temps plein, moi j'ai acheté une maison, puis 2 maisons. Sur 6 ans, j'en ai fait 3. En gros, 2 ans pour chaque maison. D'accord. Où j'ai fait 3 appartements dans une, 2 appartements dans l'autre et 4 appartements dans la troisième. Donc pendant ces 3 années-là, je n'ai fait que ça, seul, avec un camion, on rénovait, démontait. Que ça. Que ça pendant 6 ans. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'investissement personnel. Oh, c'est le pire. Hein. Enfin, c'est très agréable. Moi, je suis pas. Seul, j'aime bien. Je me dispute avec personne. Je sais travailler avec d'autres, il n'y a pas de problème. Mais ça m'a appris, puis je suis curieux de savoir. Donc j'ai appris l'électricité, la plomberie. Vous avez tout fait. Tout fait. Du sol au plafond, je faisais tout. Et après, quelle a été la motivation pour avoir du personnel, grandir? Alors après, ça c'était justement uniquement la partie constitution d'un premier patrimoine. Hein, d'accord, première maison. Après 96 arrive, mon dos, les difficultés physiques, bon, en disant mon coco était plus trop jeune, il faudrait voir à pas te gaspiller trop physiquement, et ma compagne qui me dit va faire agent immobilier. Quel âge en 96? 96, 40 ans. 40 ans. Donc aujourd'hui 57. D'accord. Voilà. Donc 17 ans de carrière immobilière. Voilà, c'est ça, purement immobilière. Purement immobilière. Et investisseur, mais bon, en parallèle. Et donc en 96, agent commercial qui réussit bien. Je travaillais donc 96, c'était décembre, donc c'est 97 en fait. 97, agent commercial. Fin 97, je m'aperçois que mon collègue qui était là déjà dans l'agence avait vendu l'année précédente 8 maisons. J'arrive, j'en vends 41. Je me dis tiens, il y a quelque chose qui se passe bien. Ouais. En fait, je me suis aperçu que, comme je vous disais, mon côté solitaire du côté chantier avait besoin de cette communication. Et le fait de rentrer en contact avec des gens, des clients, de leur expliquer le bâtiment, qu'est-ce que c'était, pourquoi une allège, pourquoi un chevêtre, enfin tous ces termes que eux ne comprenaient pas, c'était quelque chose qui me manquait dans ma personnalité. Le côté partage. Le côté partage et communication en fait quelque part, et que j'avais pas sur mon chantier. Et oui, bien sûr. Donc les deux se sont bien équilibrés et ont participé certainement au fait que les gens ont eu confiance, parce qu'ils se sont dit ce gars-là, il connaît le bâtiment, il va pas nous raconter des histoires. Et j'ai de nombreux clients qui avaient trouvé des maisons par ailleurs, qui sont venus me voir, me solliciter, même à me donner une commission pour que je vienne valider leur achat. Oui, le projet. L'aspect conseil. L'aspect conseil m'a... Et puis c'est ce qui a fait que ce métier m'a plu aussi, de faire passer quelque chose, en fait. D'avoir un message à transmettre. Voilà, un message à transmettre, des explications à donner, et puis c'est vrai que ça fait plaisir de conseiller des gens et d'être... Ça vous fait un renvoi sur l'expérience. Mon expérience bâtiment, qui était quand même conséquente, d'une bonne vingtaine d'années, je l'ai pu la positiver en rénovant moi-même des maisons pour mon propre compte, mais là le fait de transmettre cette connaissance et de permettre à des gens de se rassurer quant à leur achat, c'était vraiment quelque chose qui faisait partie de une certaine empathie que j'ai naturellement. D'accord, et qu'est-ce que dans ce quotidien, alors donc ce que vous aimiez c'était le partage, et qu'est-ce que vous n'aimiez pas dans tout ce qui était, dans toute cette activité, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé en fait? Ce qui a fait que quelques années après, je n'ai eu assez de la transaction. Alors là, c'est curieux, ça va vous étonner. Pour moi, la transaction immobilière, c'était le métier du sourire, le métier du bonheur. J'avais des gens qui venaient, qui étaient en couple, des jeunes couples ou moins jeunes, mais qui avaient tous un projet d'habiter ensemble. D'accord. De déménager, une plus grande maison, des enfants, etc. Donc c'était le métier du sourire. Voilà. Tout le monde avait la banane, ça me plaisait beaucoup. Et quand j'ai commencé à devoir vendre des maisons de clients qui divorçaient, ça m'a... Là, je mettais trop d'affect, je pense, là-dedans. Et ça m'a vraiment touché, et ça a fait que c'est quelque chose qui a commencé à me... À moins être... à moins me plaire, parce que d'un coup, je me disais, mais attends, il y a le bonheur, mais il n'y a pas que ça, quoi. Oui, il n'y a pas que ça. Et c'est à partir de là que j'ai recruté de plus en plus de commerciaux. On a eu jusqu'à 5 commerciaux. Et c'est vrai que je déléguais beaucoup plus cet aspect-là, visite et compagnie. D'accord. Parce que cet investissement, quand il est fait vraiment un petit peu trop, entre guillemets, avec un peu d'affectif, on se projette dans la vie des gens, on dit oui, là vous êtes bien, oui. Quand vous écoutez bien, parce que pour moi, un bon agent immobilier, c'est une éponge sèche, qui se pose sur une humidité de souhait et de désir d'un acquéreur, et qui aspire ça. Donc il faut savoir se taire et écouter. Voilà, c'est ça un bon agent immobilier, c'est se taire. C'est une image intéressante. Voilà, c'est l'éponge. Et après, complètement. Petit à petit, il va se presser son éponge dans sa tête et par rapport au désir et au souhait de l'autre, il va savoir le loger. D'accord. Il ne va pas lui dire c'est ça qu'il vous faut. Non, il va d'abord écouter les gens. D'accord. Pour ça, il faut avoir de l'empathie et de l'écoute. Il faut savoir se taire surtout.
Moi, les commerciaux qui parlent toujours, Oui. là je parle beaucoup, peut-être en ce moment, je vends rien, mais les commerciaux qui parlent toujours, qui disent c'est ça qu'il vous faut, c'est ça qu'il vous faut, ils se trompent forcément. On ne va jamais obliger quelqu'un à acheter ceci et cela. Donc là, vous avez délégué pour reprendre un peu l'investissement, pour revenir à vos premiers amours. Déjà, on va dire. il fallait gérer une entreprise avec 7, 9 personnes à un moment donné. Ouais. Moi, je n'avais pas une formation de gestionnaire d'entreprise, donc c'était un peu la pataugeoire. Hein. C'est compliqué, autant de... La compta, la réglementation française, Oui. le droit du travail, Complètement. les prud'hommes éventuellement, avec quelques salariés un peu belliqueux. Oui, C'est c'était... ce qu'on peut rencontrer comme chose qui vous dégoûte un petit peu d'entreprendre quand même. Au niveau société en France, franchement, les contrats de travail. Enfin. Oui, La complexité c'est du pas monde, très simple, oui, tout ça. c'est très compliqué, surtout quand on n'y a pas été formé. Et puis même quand vous voyez le code du travail ou quand vous allez rencontrer un avocat, vous avez un litige avec un salarié, vous dites ah, mais de toute façon vous avez raison, mais vous allez perdre. Au moins comme ça... Alors, voilà, donc après, à un bout d'un moment, tout ça, c'était quelque chose qui ne me plaisait plus. Donc j'en suis revenu à une certaine, pas isolement, mais retour un petit peu à cette solitude de l'investisseur qui investit pour lui, son patrimoine, sa famille, et Bien même sûr. ses amis, mais qui regarde un petit peu plus d'une manière égoïste sa propre carrière. Alors en s'adressant à l'investisseur, et ce qui va intéresser les gens qui nous écoutent, Oui. qu'est-ce que vous conseillez aujourd'hui comme type de, j'ai envie de dire, oui, de biens immobiliers à acquérir plutôt des maisons, des appartements, Alors, des garages. Alors le garage c'est idéal, hein, le garage. Enfin, tant qu'on est en voiture, après il faut anticiper l'évolution, hein, la voiture électrique, les transports en commun. Regardez déjà aujourd'hui à Paris, les garages c'est un peu moins recherché qu'avant, les gens se transportent beaucoup plus en transport en commun, on a de plus en plus de trams, donc ce besoin-là il est peut-être là aujourd'hui, mais est-ce qu'il sera là dans 10 ans, 15 ans? Je ne sais pas. Pour moi, comment dire, je vais vous donner un truc qui est mon truc. Voilà. Ça fera plaisir. Pourquoi j'ai aimé les affaires alors que je ne suis pas issu d'une famille qui était là du tout dans les affaires, mes parents étaient fonctionnaires. C'est que j'avais un oncle, qui s'appelait Charlie, qui était suisse et qui était dans les affaires. Il avait d'ailleurs le même type de véhicule que j'ai, J'ai pas fait attention. Voilà. Et en fait, ça a été un espèce de père adoptif pour moi parce c'était un homme qui avait une certaine aura et il réussissait dans les affaires, il était entreprenant, il avait de la pêche. Et c'est ça qui m'a conduit toute ma vie à vouloir entreprendre et à refuser ce métier. On m'avait proposé des postes de fonctionnaire, j'ai refusé. Et donc j'ai préféré faire ma vie comme ça. C'était une petite parenthèse. Et cet homme-là, un jour, je vais le voir, mais c'était en 89 quand j'achète ma première maison. Il était en Suisse, je vais le voir pour des problèmes de financement, voir s'il peut me financer. Oui. Il a pu, mais en fait j'ai pas préféré, j'ai préféré prendre un financement traditionnel avec une banque. Mais il m'a dit, tu sais Jean-Claude, la meilleure étude de marché et la moins chère, c'est pas compliqué. À l'époque il existait encore les journaux, les 30 hebdo, les top FR, enfin je sais pas quoi. Oui, tous les annonces. Voilà. petites annonces. Vas-y, tu passes une annonce, tu as l'intention de faire quelque chose, tu as l'intention de vendre quelque chose. Tu fais comme si tu l'avais déjà construit, comme si tu l'avais déjà fait, tu le proposes. Et toi, tu veux faire des appartements, mais tu veux allouer P2, tel endroit, allouer P3, tel endroit, et tu vois le retour. Et c'est une étude de marché qui coûte rien du tout. Oui, et finalement. tu analyses tout de suite le besoin du marché et la demande. Et là, on est en quelle année? Là, on est en 89. 89. C'est vraiment, On est en 89. c'était vraiment un conseil à viser. Hein. Oui, voilà. Oui, Mon oncle Charlie. Ah oui, mais comme quoi. Voilà. Oui. C'était un simple conseil, mais qui vous permet de d'abord vous dire une chose, c'est que vous n'avez pas inventé ni l'eau chaude ni l'eau froide, elle coule déjà, et allez voir un petit peu quelle est la demande, quel est le besoin, et contentez-vous d'y correspondre. Donc aujourd'hui, en instant T, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans notre secteur, il faut analyser le marché. Aujourd'hui, on a quoi? On a beaucoup de femmes seules avec enfants, on a beaucoup de couples qui démarrent dans la vie, qui n'ont pas encore les budgets pour acheter. Il ne faut pas faire du P4, il faut faire du P3. Le P2, pour les personnes d'un certain âge peut-être, ou les tout jeunes, mais le P3, c'est vraiment la base de la location, c'est ce qui fait C'est l'idéal. C'est l'idéal, c'est ce qui fait que les gens restent un petit peu, 2 ans, 3 ans des fois. Ouais. Voilà. Le P4, moi, une fois, j'en ai fait un, pas dernièrement, il y a 4 ans. Parce que j'avais la place d'en faire un, et je me suis dit, c'est quand même dommage, je vais faire une chambre de plus, je ne sais pas quoi que je vais faire. Je l'ai fait, et j'ai pendant 2 mois essayé de le louer comme un P4. Mais il n'est pas parti comme un P4. D'accord. Il est parti comme un P3. D'accord. Un P4, personne n'en voulait, parce qu'on était en concurrence avec de la villa bas de gamme, mais on était en concurrence avec la villa, même pour un appartement. Résultat, les gens préféraient la villa. Les gens ne voulaient pas. J'avais juste une petite cour, un balcon proposé, j'avais bien mes 3 chambres, 2 salles de bain, un beau produit confortable.
Mais non, c'était pas la peine. Du P3. Du P3. Et du P2. Et du P2. Et si possible, du P2 en rez-de-chaussée pour papy-mamie, parce que pour éviter Oui, l'escalier les escaliers. ou ascenseur. Hein. Et je vais revenir sur, je vais vous poser d'abord une question sur votre avis sur la location saisonnière et la location à l'année, en tant qu'investisseur. Vous avez une préférence? Non, alors je ne vais pas pouvoir vous répondre là-dessus, je ne suis pas compétent sur la location saisonnière. D'accord. Je ne suis pas compétent d'abord parce que mon secteur de vie, tout ça, n'y s'y prête pas du tout. D'accord. Je ne travaille pas en bord de mer, etc. Je ne saurais pas vous dire. Je n'ai pas analysé, je ne suis pas un grand analyste de la question immobilière, moi je travaille surtout par empirisme et par expérience, donc je peux vous faire bénéficier entre guillemets de mon expérience, mais voilà, je pense que le saisonnier bien entendu a son intérêt, on le voit bien en bord de mer, on a des secteurs touristiques forcément. Après l'avantage du saisonnier c'est de pouvoir disposer aussi de son bien quand on veut, hein. Certainement, je connais des gens dans notre secteur, malgré qu'on ne soit pas touristique, qui louent leur villa que l'été et qui, avec ces 4 mois de location, se payent largement toute l'année et qui s'évitent certainement des problèmes relatifs à des locataires indélicats, etc. J'admets tout ça, mais je ne le connais pas bien. D'accord. Je préfère me taire. Je veux revenir sur l'oncle Charlie, parce qu'il y a quelque chose qui a été dit qui m'a interpellé. Ouais. Déjà en 89, un problème de financement. Pas besoin de financement. Besoin, mais... Je ne suis pas né avec une cuillère en argent dans la bouche. Voilà, mais donc, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de la situation par rapport à tout ça? Est-ce que c'est vraiment compliqué, plus qu'avant? Oui. Est-ce que c'est... Ah oui, en 89, je suis allé voir mon banquier. Je vais dire, voilà. D'abord, première chose, j'avais jamais changé de banque. J'ai jamais changé de banque. Je suis toujours dans la même banque. Important d'avoir une relation, on va dire, de sincère et de confiance avec son interlocuteur banquier. C'est vrai qu'il faut avoir un banquier qui ne bouge pas trop lui non plus, hein, parce que mais bon, c'est difficile aujourd'hui. C'est un peu leur erreur, on a dit à nos amis banquiers. Mais bon, à cette époque-là, ça faisait donc 20 ans que cette dame nous connaissait. Elle nous connaissait, petite famille tranquille, 2 enfants stables, paf, on ne fait pas de vagues, on n'a jamais de découvert, on ne pense pas plus que son gagne. Voilà, normal. Voilà, normal. Ouais. Et donc à cette époque-là, j'ai dit, bah voilà, elle me connaissait, on ne se tutoyait pas, je ne tutoie pas facilement, mais elle me connaissait, elle savait ce que je faisais dans la vie, et j'ai dit, bah voilà, je vais acheter cette maison, je vais faire 3 appartements, je pense j'en ai pourtant, j'avais fait... Et elle m'a suivi, elle m'a dit, banco. Elle a cru, entre guillemets, en moi. Mon épouse était fonctionnaire, donc il y avait une sécurité quand même, mais bon, elle prenait quelques risques à l'époque. Oui. Wow, c'était quoi? C'était à peu près 450 000 francs. Ouais. Les francs, hein. Ah, oui, c'était mais bon, on n'avait pas forcément le dos pour porter ça à l'époque. Donc elle a été d'accord de faire un report on appelle ça d'échéance, pour attendre la rentrée des locataires, mais tout s'est très bien passé. D'accord, d'accord. Bien sûr, il ne fallait pas que je me casse une jambe. Hein. Ah non, c'est pas le... non, mais voilà, quand même tout porté sur moi au niveau travaux. Mais... D'accord, donc là je vais résumer un peu la situation. Donc aujourd'hui, vous êtes dans quelle situation? Alors c'est la... Je vis de mes revenus fonciers. Voilà, et l'agence perdure. À l'agence, oui, l'agence, j'ai transmis 60% de la valeur de mon agence à ma fille. D'accord. J'estimais que ça, il ne fallait pas donner, hein, que chacun doit faire ses preuves. Donc elle a acheté la valeur des parts, voilà, et puis elle travaille dans l'agence, elle a bien développé, et puis elle la gère à sa façon à elle, qui est une très bonne façon, qui est une très bonne manière, qui n'est pas la mienne. Mais pas de souci. Voilà, donc aujourd'hui, elle propose les mêmes services que vous, c'est-à-dire transaction, gestion. Gestion, administration de biens, oui. Administration de biens. Alors avec un suivi particulier, parce que nous on est FNAIM, la Fédération Nationale des Agences Immobilières, donc on a vraiment une charte de déontologie et on a du conseil et de la veille juridique qui fait que tous nos propriétaires sont tenus au courant de tous les changements, et Dieu sait s'il y en a, sur tous les éléments de la sécurité, du bâtiment, des lois, etc. Donc ça c'est vraiment un gros apport qui est intéressant pour ces propriétaires. Alors, depuis le début de la vidéo, je vous aurais mis en bas un lien pour accéder à cette agence, si vous voulez de plus amples renseignements, ce qui n'empêche pas donc de finir l'interview. Donc, à partir de là, vous voguez vers d'autres horizons, si je comprends. Oui, oui. Si vous voulez, le processus a été que pendant 15 ans, en gros, j'ai géré, développé l'agence tout seul, j'ai développé un patrimoine personnel, mais surtout après un portefeuille de gestion locative, on est autour de 300 euros maintenant. Donc ça permet à l'agence d'être complètement autonome, de financer ses salariés et d'être assise, même s'il y a des variations dans la transaction qu'on a connue dernièrement,
de continuer à perdurer, de ne pas mettre la clé sous la porte. Hein. Bien sûr. Donc, et ça oblige aussi d'avoir une qualité de formation. Donc notre personnel est régulièrement formé. La FNIM est une fédération très sérieuse qui nous propose des formations, au moins une bonne douzaine de formations par an, où notre personnel à tour de rôle va se mettre à jour des modifications juridiques ou se perfectionner dans certains points de la gestion locative, aussi bien technique que juridique et comptable. Donc voilà, on a des gens sérieux en place. Et on amène ce sérieux-là à nos propriétaires. Bien sûr, on a une rémunération en échange, mais c'est mieux ça que oui. au chômage. Bien sûr, mais bien sûr. Et tout le monde est bien content. Hein. Oui. Après, j'ai perdu le fil de votre question. Mais je vais en reposer une autre, ce n'est pas grave. Qu'est-ce que vous conseillerez à des investisseurs débutants? D'acheter le plus tôt possible. D'accord. Parce que la vie, on croit quand on a 25 ans que ça va s'éterniser tout le temps. Non, voilà. Vous avez 30 ans devant vous. 40 ans. Hein. Pour faire des affaires, quoi, en fait. Voilà, commencez le plus tôt possible, prenez des prêts même s'il faut sur 30 ans. Si Ouais. vous n'avez pas beaucoup d'argent pour rembourser, c'est pas grave. Commencez le plus tôt possible, parce que 15 ans, 20 ans, c'est vite passé. Vous vous retrouverez à 40, 45 ans déjà avec 3, 4, 5 appartements et vous verrez votre avenir quand même sous un meilleur angle, parce que si vous comptez sur votre retraite, préparez-vous à souffrir. Oui, ça c'est sûr. Donc investissez dans l'immobilier, dans le locatif, dans des produits de qualité. Alors au début, bien sûr, comme moi, peut-être vous achèterez de la maison de village un peu pourrie et vous ferez des travaux parce que vous avez Oui, on n'a pas le choix. Mais rapidement, vous revendrez. Alors le problème qu'on a aujourd'hui, c'est la plus-value à 30 ans. Ça, c'est dommage. Moi, j'ai pu bénéficier de l'avantage de la plus-value à 15 ans et ça m'a permis quand même des 4 ou 5 premiers immeubles de les revendre, de faire une plus-value et de rebondir dans un investissement. Bien sûr. Bon, la plus-value, on la paye. Oui, mais c'est faire avec. C'est dommage. Il faudrait que notre gouvernement soit un peu plus proche des investisseurs et des gens qui prennent des risques. Parce que faut arrêter, quoi. Je partage complètement votre avis. On prend les risques, on pense à nous prendre de l'argent, mais si on se plante, il n'y a personne qui est là pour nous aider. Et c'est vraiment, ça marche dans un sens, mais pas dans l'autre. Ouais, ils n'ont pas bien compris. Non, mais ça. Est-ce qu'il y a une question que j'ai oublié de vous poser? Question que vous avez oublié de me poser? Non, ça, je crois pas. Non, c'est un peu mes questions bizarres que j'aime bien. Si je vous offre un cadeau et que vous n'aimez pas ce cadeau, vous allez en faire quoi? Par politesse, je vais le prendre d'abord. Ça me ferait trop de peine de voir que ce que vous m'avez prévu ne me plaît pas. C'est rien du tout, qu'un petit peu de diplomatie, de dire oh, merci, j'attendais que ça et de le ranger dans un placard. Voilà. Non, je le prendrai. Je suis trop respectueux des gens pour m'amuser, les blesser comme ça. Oui, c'est pas le but. Ça sert à rien. Vous partez en vacances du coup, puisque c'est la fin, je sens, de votre aventure chef d'entreprise. Donc est-ce que là maintenant c'est entre guillemets les vacances, votre avenir? Non, pas du tout. Non, mon projet de vie c'est de voyager, pas de voyager. Le terme voyage ne me plaît pas. Moi c'est séjourner, parce que j'aime pas que vous passez devant les gens, les pays, etc. Donc c'est de séjourner 2 mois ici, 3 mois là. Disons sur 9 mois de l'année civile et de rester le reste du temps ici sur un pied-à-terre pour gérer quand même mon patrimoine, faire ce que j'ai à faire, voir ma famille, etc. Mais de connaître d'autres cultures, d'autres contrées, mais vraiment de le vivre, en louant bien sûr, sans être propriétaire, de manière à être libre. 3 mois en Grèce, 4 mois à Cuba, 2 mois en Thaïlande, enfin, à voir. Je ne sais pas si c'est ce que je prévois de faire. Je ne l'ai pas encore lancé, c'est en cours, mais je continue à côté de ça d'investir, parce que j'ai 2 appartements en construction sur le village et un projet de 3 villas qui va démarrer avec un collègue associé. Et puis certainement d'autres choses derrière, parce que je ne peux pas m'empêcher, c'est trop rigolo. C'est un peu le Monopoly aujourd'hui, c'est un peu ce jeu-là. Oui, voilà. Vous êtes un investisseur actif. J'aime ça, j'aime ça. En fait, moi j'adore faire des plans. Je passe mon temps, voilà, si vous voulez investir dans l'immobilier, est-ce que vous aimez faire des plans? Non, en gros, est-ce que vous aimez loger, bâtir? Voilà. C'est cet aspect-là. C'est ce qu'il faut. Après, il y a le côté, bien sûr, financier, il faut gagner sa vie. Mais bon, bien géré. En tous les cas, aussi, quelque chose que je veux dire, et c'est pas parce que je suis administrateur de biens, mais même à mon propre niveau de mes investissements personnels, assurez vos biens locatifs. Assurez-les, en loyer impayé. On a eu cette discussion. Je me permets de le redire parce que, attention, les juridictions aujourd'hui, dans les cas des conflits avec les locataires, ne sont pas pour les propriétaires. On n'a pas encore un gouvernement qui a compris que les propriétaires, c'était des gens qui prenaient des risques, qui investissaient de l'argent, qui peut-être pendant 10 ans, 15 ans n'allaient rien gagner. Ils gagneraient peut-être plus tard, ils faisaient leur propre retraite sans peser sur la société en faisant ça, mais aujourd'hui il faut les protéger. Aujourd'hui celui qu'on protège c'est la personne malhonnête, la personne qui vous fournit des faux bulletins de salaire, des faux contrats de travail, on ne peut même pas téléphoner à l'employeur pour vérifier,
Voilà, et à un moment donné, Oui, il faut. assurez-vous. Considérez que quand vous faites un investissement immobilier, vous avez que entre 9 et 10 mois de rapport vraiment net pour vous. Le reste, ça va être du foncier et de la gestion des travaux, etc. Soyez prudents, ne surestimez pas ce que vous allez pouvoir avoir comme rapport de immobilier. Partez sur 9 mois et vous êtes tranquille. On part sur 9 mois pour être tranquille 9 mois, vous aurez que du plus. Moi je dis toujours, il vaut mieux voir les choses au pire, on n'aura que du meilleur. Oui, oui, tout à fait. Ouais, vous voyez, sur 9 mois, à mon avis, vous en aurez 10. Mais bon, mais peut-être qu'une année, vous aurez 12 cumulus qui vont tomber en panne. Quoi. 12 cumulus à 6 € cumulus avec la pause, ça va vite. Quoi. Ça va vite, oui. Voilà. Ouais. Je pense qu'il faut être... Jean-Claude, merci beaucoup De rien. de m'avoir reçu, d'avoir partagé tout ça avec nous. Comme vous l'avez compris, il y aura le lien qui se sera affiché sur toute la vidéo. Et puis à bientôt. Avec plaisir. Bonnes vacances. Merci. Au revoir. Au revoir. Rappelez-vous, en cliquant ici ou là, vous pouvez télécharger gratuitement les PDF, livres et autres cadeaux que j'ai préparés pour vous. Mais surtout, pensez à laisser un commentaire et cliquez sur le bouton j'aime. Partagez cette vidéo.